Capitale européenne, Bruxelles possède un héritage culturel et historique unique. Sa Grand Place est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Reconnue comme l'une des plus belles places du monde, la Grand Place de Bruxelles s'impose comme un joyau architectural de la culture occidentale. On peut y admirer un mélange éclectique et très réussi de styles. Des écrivains comme Baudelaire, Victor Hugo et même Karl Marx tombèrent sous son charme. La Grand Place de Bruxelles est aussi le théâtre d'événements incontournables tels que l'Ommegang, une grandiose reconstitution historique qui commémore la venue de Charles Quint à Bruxelles en 1549. Notre escapade vous emmène aujourd'hui sur les traces de l'empereur. Dans les livres d'histoire, c'est la ville de Gand qui est presque exclusivement citée lorsque l'on mentionne le souverain. Mais en y regardant de plus près, Charles Quint est bien plus brabançon que gantois. C'est à Bruxelles qu'il a installé le siège de son pouvoir et qu'il a marqué le destin de la ville. Le personnage de Charles Quint est très important dans l'histoire de Bruxelles pour deux raisons. La première, c'est que dans l'histoire réelle, Bruxelles était sa résidence principale. La deuxième, c'est qu'autour de Charles Quint, il existe aussi tout un légendaire qui est au moins aussi important que la dimension historique et qui est également très présent à Bruxelles. Certains considèrent Charles Quint comme un des fondateurs de l'Europe. Mais celui-ci a pourtant passé une grande partie de sa vie à faire la guerre avec nos voisins européens. C'est lui qui a obligé les Français d'entamer une alliance stratégique avec les Ottomans, donc avec la Turquie, une alliance qui existe toujours aujourd'hui. C'est lui qui a forcé les Anglais à inventer la politique de la balance of power, qui est encore toujours la base de la politique britannique. Et c'est lui qui a obligé, contre sa propre volonté, les princes allemands de chercher une cohabitation entre catholiques et protestants. Et donc, dans ce sens-là, on peut dire qu'il a façonné l'Europe, mais c'est peut-être un peu court de dire qu'il est un père de l'Europe. Sacrée cathédrale au XXe siècle seulement, la cathédrale Saint-Michel et Sainte-Gudule constitue symboliquement la première église de Belgique. Elle est le lieu de grandes cérémonies religieuses, en particulier les mariages et les enterrements royaux. Saint-Michel a été imposé comme église principale de Bruxelles par les princes régnants au moment où ils ont installé ici un chapitre de chanoines dédié à Sainte Gudule. Et donc de là l'église collégiale de Saint-Michel et Gudule, qui n'est devenue cathédrale d'ailleurs qu'en 1962. C'est une église princière depuis ses débuts. Et ça se voit bien, puisque Charles Quint descend des princes régnants sur le Brabant par les femmes. Quand on visite l'église et surtout quand on fait attention aux vitraux, c'est un véritable album de famille des Habsbourg, la famille de Charles Quint. Parmi tous ces vitraux, il y en a au moins deux qui sont très importants. Dans le transept nord, un énorme vitrail représente Charles Quint et son épouse, chacun avec son saint patron, agenouillés devant Dieu le Père. Et c'est très intéressant de regarder en détail ce vitrail, car on voit l'évolution des mentalités du XVIe siècle, l'époque de la Renaissance, de l'humanisme, car normalement au XVe, on aurait fait une triptyque avec les saints au milieu, en plus grand que nature, et les donateurs en tout petit sur les volets latéraux. Ici, vous avez un Charles Quint qui est un véritable géant, agenouillé devant un Dieu le Père tout petit.
les vitraux constituaient pour Charles Quint un excellent outil de propagande en faveur des Habsbourg. Les vitraux du XVIe siècle témoignent de la continuation de cette tradition par les Habsbourg. Ils évoquent les puissants ancêtres de Charles Quint, à qui il devait son grand royaume. Des éléments typiques de la Renaissance identifient Charles Quint aux illustres empereurs antiques, mais rappellent également les visites festives du souverain lors des joyeuses entrées. Par le biais des vitraux monumentaux de cette importante cathédrale bruxelloise, le souverain entendait asseoir son pouvoir. Depuis le Moyen-Âge, une résidence princière domine la ville de Bruxelles sur la colline du Coudenberg. Cet ensemble architectural est l'un des plus beaux palais d'Europe et une des résidences principales de Charles Quint. Ce prestigieux bâtiment fut fortement endommagé lors d'un incendie survenu en février 1731. 40 ans plus tard, les ruines du palais sont rasées et nivelées pour faire place au quartier de la Place Royale. Les vestiges de cet édifice composent le site archéologique du Coudenberg. Nous sommes dans une rue souterraine qui à l'époque était en surface et qu'on a en fait redécouvert en faisant des fouilles depuis 25 ans maintenant, des fouilles qui ont permis de comprendre que l'ancien palais de Charles Quint a servi en partie de soubassement pour construire la place royale au-dessus. Nous sommes ici dans les locaux techniques qui se trouvaient sous la chapelle que Charles Quint a fait construire. Maintenant, c'est en sous-sol, mais à l'époque, c'était en surface. Et en fait, la fameuse chapelle se trouvait au-dessus. La seule ambition de ce projet, c'était de faire une construction qui épatait mieux que la Sainte-Chapelle de Saint-Louis à Paris, ce qui a été une réussite parfaite d'ailleurs, puisque la chapelle faisait la longueur de tout le couloir dans lequel nous sommes et la largeur des pièces attenantes à droite et à gauche. Cette salle est très importante par les événements qui ont eu lieu. Le plus important, c'est sans doute 1555, Charles Quint qui décide d'abdiquer. Pour le dire, pour le comprendre dans notre monde d'aujourd'hui, il prend tout simplement sa prépension parce qu'il est fatigué, découragé, malade et il arrête les frais. Et comme tous les retraités de chez nous qui en ont les moyens, il ne reste pas dans notre mauvais climat, il part en Espagne où il va mourir 3 ans plus tard. Le Grand Palais de Bruxelles a brûlé au XVIIIe siècle et à ce moment-là, la charpente est tombée, les différents niveaux se sont effondrés. Et ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, lors des fouilles, on a retrouvé tout en bas dans la construction le pavement de la grande salle. Et donc, les dalles qui se trouvent ici maintenant, on peut dire avec certitude que c'est là-dessus que Charles Quint se trouvait au moment où il a pris sa prépension. L'Aumegang du Sablon était dédié à Notre-Dame des Victoires, patronne du grand serment des arbalétriers. Cette vierge était vénérée dans la chapelle devenue église du Sablon. Sa légende nous ramène à 1348. En fait, il s'agit d'une femme dévote qui habitait à Anvers et qui trouvait qu'une statue de la Vierge était délaissée. Alors, elle l'a amenée à Bruxelles. Mais cela ne s'est pas fait sans heurts. Mais heureusement, elle a trouvé un batelier qui l'a menée. Et sans hisser les voiles, cette barque a été poussée vers Bruxelles. Elle a été accueillie, évidemment, avec les honneurs ici à Bruxelles. Et le duc de Brabant a dit, mais écoutez, on va déposer cette statue dans la chapelle des arbalétriers. Les arbalétriers, c'était un des serments, c'était très important pour la défense des villes. Alors cette chapelle qui accueille une statue miraculeuse commence à attirer beaucoup de monde et en 1400, on commence à construire ce bel édifice gothique. C'est l'édifice gothique le plus tardif à Bruxelles. Mais ça va prendre du temps parce qu'on commence en 1400 et ça ne se termine qu'en 1520. Maintenant, je reviens à l'Aumegang. Chaque année, la statue miraculeuse était portée en procession autour de l'église, ce qui en flamand se dit « ommegaan », aller autour de la Aumegang.
C'est un costume de la dame de compagnie de la reine de Hongrie. Le Megang est une reconstitution historique qui se passe le premier jeudi du mois de juillet et le mardi qui précède chaque année sur la grande place de Bruxelles, qui a pour but de retracer l'avenue de Charles Quint lorsqu'il venait présenter son fils Philippe, qui deviendra plus tard, lorsqu'il accédera au trône, Philippe II. Et donc il faisait le tour de l'Europe et il adorait Bruxelles parce qu'il est resté presque plus de 18% de son temps à Bruxelles. Et donc Bruxelles, pour fêter l'avenue de l'empereur et montrer toutes les fastes que Bruxelles pouvait avoir, eh bien, lui ont fait un Ommegang. Et c'est cet Ommegang qu'on retrace encore aujourd'hui sur la Grande Place, avec des figurants, et on essaye, dans la mesure du possible, que ce soit des descendants des personnalités de l'époque, soit que le rôle qu'ils jouent ait un rapport avec ce qu'ils font dans la vie civile actuelle. Puisque la procession ne fait l'objet d'aucune répétition, on compte ainsi sur la tradition verbale pour que se transmette de père en fils le rôle de chacun. Au-delà de l'histoire reconstituée, c'est la petite histoire des familles représentées comme à l'époque qui crée le caractère unique de ce cortège, mais qui exige une organisation et une logistique sans faille. Il y a les lanceurs de drapeaux, il y a les échasseurs, il y a la cour de Charles Quint et il y a aussi le bon peuple. Et au niveau du bon peuple, je suis responsable d'à peu près 180 figurants. Ces 180 figurants ont des rôles particuliers. Ils sont répartis dans les gardes de Charles Quint, les porteurs de marionnettes de Thône, les porteurs de Keersen. Donc voilà, ils ont vraiment des rôles particuliers. Et il est important effectivement qu'une bonne information soit transmise. Il faut d'abord un respect de la vérité historique et puis il y a le respect d'un certain scénario. Donc la façon de se tenir, de se comporter, mais aussi de se vêtir, de ne pas mettre n'importe quoi, d'avoir des chaussures adéquates, de ne pas avoir des bijoux apparents, de ne pas avoir de montre. Donc de respecter au niveau vestimentaire une certaine tenue. Et puis au niveau du scénario aussi, il y a certaines choses à respecter. Au niveau de l'entrée sur la Grande Place, la façon de marcher, de déambuler sur la Grande Place, de se situer à certains endroits. Donc il est important effectivement qu'une bonne information soit donnée à tous les membres, à tous les figurants, puisqu'il n'y a pas de répétition. Donc il est important qu'à peu près 2 heures avant le spectacle, on se réunisse et après avoir bu un bon petit verre, eh bien, les figurants reçoivent une information. D'abord au niveau de l'histoire, pour se replonger en 1549, et puis au niveau du scénario proprement dit, en disant bon, attention, à votre tenue, les gardes de Charles Quint doivent se trouver à tel endroit, les porteurs de marionnettes doivent rentrer par telle rue de la Grande Place. Voilà, donc toutes des choses importantes au niveau de l'entrée, de la tenue, du scénario et surtout du timing. Parce que c'est quand même un événement qui dure de 21h jusqu'à 23h15 à peu près. Et donc il est important durant tout ce temps d'avoir une certaine chronologie au niveau des rentrées sur la Grande Place. Et regarder le spectacle dont nous avons la régie en main. Charles Quint descend du carrosse, est accueilli en fait par les dignitaires de la ville. Parce que l'enjeu, c'est que ce n'est pas un spectacle qui est organisé par la cour impériale. À l'époque, un empereur devait venir écouter une mise en scène réalisée par les élites urbaines. On a une trame qui est plus ou moins fixe parce que c'est un événement qui est historique, donc on n'a pas une grande liberté non plus, mais on a une certaine liberté sur certains à côté, qui soient des effets lumineux, sonores, pyrotechnie et autres. On peut jouer, on a une certaine liberté, mais quand même très restreinte. Vous avez vu 2 personnes, donc l'historien et moi-même, qui faisons partie de l'équipe qui gère la sortie. Ben, l'historien, nous en avons 2 en fait, qui regardent qu'on reste toujours justement dans cette trame de l'historique. Parce qu'il y a plein de choses qui sont réalisables, plein de choses qui sont possibles, mais on doit rester dans cette trame reconnue. Aujourd'hui encore, cette commémoration est un haut moment de la vie historico-culturelle de la capitale belge. Une reconstitution historique de 1400 figurants, dont plus de 38 groupes folkloriques et historiques, 40 chevaux et 9 géants. Dans les coulisses, différentes équipes s'activent pour assurer la réussite de l'événement. On est prêt? Voilà, go on y va. Voilà. Nous travaillons toute l'année au scénario, aux demandes d'autorisation, de l'élaboration de plein de choses. On est la partie, je dirais, active toute l'année. Autour de nous, il y a toute une structure de gens qui sont bénévoles et autres qui viennent compléter l'équipe durant l'année, et ça s'intensifie jusqu'au moment de la sortie, évidemment.
Près de la gare du Midi, dans les immenses entrepôts de plus de 2000 mètres carrés de l'association, l'organisation emploie une petite dizaine de personnes à plein temps. Sans compter les aides ponctuelles venues de l'extérieur. On peut diviser l'année en 2 périodes. La période après Ommegang, où il y a des debriefings de l'équipe qui gère la sortie, de l'équipe logistique. Ce qu'on appelle l'équipe logistique, c'est l'équipe qui encadre l'Ommegang depuis le Sablon, enfin maintenant depuis le Parc Royal jusqu'à la Grande Place. Et puis l'équipe folklorique, qui sont en fait tous les responsables des groupes présents dans le cortège et sur la Grande Place. Après chaque sortie du spectacle, je m'occupe de des costumes. Il y a au moins 1500 ici. Donc on lave, on prend en main, on vérifie tous les coutures, les galons, les perlages, les chapeaux. Tout doit être impeccable pour la sortie d'après. Quand on fait un nouveau costume, on se base sur un ancien modèle ou alors dans les archives, dans un livre. On copie, ou plus ou moins la même chose, voilà. La personne essaye le costume et j'ajuste au niveau de la taille ou les manches ou le jupon ou la coiffe. Donc je fais en sorte que tout se passe, que la personne, le costume lui va très bien. Voilà, ça fait... Donc ici, je travaille sur un manteau de toison d'or qui a été porté à la grande sortie de l'Ommegang du mois de juillet. Donc le manteau a traîné par terre et la fourrure était très sale, donc j'ai défait la fourrure, laver et puis recoudre de nouveau. Donc voilà, c'est tout un travail. Et j'ai 7 manteaux comme ça à faire, entre autres, pas de mon travail, voilà. Couturière, maquilleuse, accessoiriste, peintre, différents corps de métier s'activent. Chacun veillera à ce que la reconstitution historique soit la plus fidèle possible. On s'appuie sur des tableaux et iconographies de l'époque. Chaque habit, chaque coiffe, chaque arme, chaque rang doit être la reproduction fidèle de son modèle d'origine, vieux de 5 siècles. L'engouement des figurants pour l'événement ne semble pas faiblir avec le temps. Au contraire, les descendants revêtent avec une certaine fierté les habits de leurs ancêtres et ont l'impression d'apporter leur pierre à l'édifice de l'histoire, une histoire qui est parfois sujette à quelques adaptations. L'histoire, ça reste l'histoire. Ni vous ni moi, on sait la changer, donc forcément, ça, on ne va pas y toucher. Par contre, on peut y apporter des adaptations, à la fois en son et lumière, à la fois avec des ténors, des contre-ténors qui viennent chanter sur la Grande Place à des moments bien spécifiques du spectacle. Nous apportons aussi des modifications en faisant venir des artistes, des arts et des lettres. Donc on a pu compter sur des Stéphane Bern, sur des Jacques Weber, Francis Huster également. On a l'ambition et je pense qu'on y arrive, d'être une des références de la culture belge à l'étranger. Et on veut, bien sûr, lorsque vous pensez à Rio, vous pensez carnaval, le jour où vous pensez à Bruxelles, il faut penser au Ommegang. Nous sommes déjà reconnus comme patrimoine immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et c'est vrai que le dossier est en train de se finir pour pouvoir, avec les équipes du ministère de la Culture, pouvoir introduire le dossier à Paris et espérer pouvoir se faire élire par l'UNESCO d'ici 2-3 ans. C'est Christophe Colomb qui découvrit le cacao dans le Nouveau Monde. Une fois transformé en chocolat, il deviendra quelques siècles plus tard une spécialité gastronomique de la Belgique. 500 chocolatiers et 2000 boutiques, de grands noms tels que Marcolini, Vitamer, Neuhaus ou encore Léonidas. Léonidas est un immigré grec aux États-Unis. En 1910, il est venu en Belgique, à Gand, pour faire un concours de pâtisserie où il s'est fait remarquer. Il est retourné aux États-Unis. En 1913, il est revenu, il a gagné une médaille pour ses chocolats et ses pâtisseries. Il a rencontré le meilleur produit belge, c'est-à-dire une bonne épouse qu'il a épousée à ce moment-là. Ils ont fait le premier magasin à Blankenberg,
Tea Room chocolat. On a 100 ans, on a eu 100 ans l'année passée. C'est 100 ans de tradition, de générosité, de savoir-faire. Tradition, pourquoi? C'est les recettes plus ou moins équivalentes au gramme près qui sont de nouveau créées maintenant, avec bien sûr des nouveautés, des adaptations en fonction des goûts des différentes générations qui ont suivi. Et puis nous avons aussi le savoir-faire qui s'est perpétué de génération en génération. Le chocolat belge s'exporte aujourd'hui aux 4 coins du monde, un véritable ambassadeur du royaume. Les Japonais, les Chinois, mais encore plus les Japonais, c'est encore fort différent. Ils sont fous du chocolat. C'était nouveau pour eux, c'est arrivé il y a quelques dizaines d'années. Et c'est une consommation différente. Eux, ils achètent par petites pièces. Vous avez à une Saint-Valentin, c'est 2 pièces. Le prix est différent, mais c'est 2 pièces. Mais il y a vraiment un amour du chocolat et un amour de chocolat de qualité. On raconte souvent que la praline a été inventée au XVIIe siècle, un savoir-faire artisanal perpétué par les grands maîtres pâtissiers. Lorsqu'on a versé le chocolat sur le marbre, c'est tout l'art du métier, en quelque sorte, de l'artisan, qui va savoir, comment dire, à quelle température il doit mettre son chocolat, en sachant qu'on part avec ici, en l'occurrence, du chocolat à 72%, qui est du Sao Tomé. Donc un chocolat très intense, amer. Et là, on l'a tablant, donc on a créé des cristaux. C'est le beurre de cacao qu'on cristallise. Et c'est lui qui va définir la brillance, la dureté d'un chocolat. Ensuite, après, comme vous avez vu, on a introduit donc un praliné, le nougat à l'intérieur. Et puis on a fermé simplement la praline. Et vous avez vu le résultat obtenu donc au final. Lorsqu'on développe un produit, il y a une idée générale qui s'installe. Et autour de cette idée, alors à ce moment-là, on s'en va dans notre petite bulle, un peu comme un peintre ou autre chose qui fait un beau tableau. Eh bien, nous autres, on a la connaissance de notre matière et on l'utilise à bon escient en faisant un amalgame et en essayant de donner un produit qui va plaire à l'ensemble de monsieur et madame tout le monde. Le Belge mange pratiquement plus de 10 kilos de chocolat par an. C'est énorme et c'est dans notre ADN de Belge de manger du chocolat et de boire un peu de bière. Et parfois, il y a un mix qui peut se faire entre la bière et le chocolat. Une bière blonde, ambrée avec du chocolat fondant, c'est excellent. La bière, l'autre ambassadeur de la Belgique, qui compte de nombreuses brasseries familiales, dont la brasserie Acht, qui fête ses 110 ans. L'origine, écoutez, c'est en 1898 qu'on a fait notre premier brassin. Avant ça, la brasserie, c'était pas une brasserie, c'était une laiterie. C'était la laiterie de Acht. Et donc, le 14 juin 1898, on a brassé pour la première fois. Et à cette époque-là, il y avait plus de 3000 brasseries en Belgique. Chaque village avait sa brasserie. Les tonneaux, qu'on peut aussi appeler barriques si vous voulez, mais c'était sous des tonneaux à bière qu'on chargeait sur le tram et qui allait de la brasserie jusqu'à Bruxelles, donc via une voie ferrée. On l'appelait d'ailleurs le tram à bière, parce qu'il était plein de tonneaux de bière. Et arrivé à notre dépôt à Bruxelles, il était déchargé et chaque fût était chargé sur des charrettes tirées par des chevaux qui allaient livrer les cafés. En fait, le plus important au brassage de la bière, c'est la fermentation. Pour la Ommegang, par exemple, on fait une deuxième fermentation en bouteille. Ça veut dire que la production des arômes reste dans la bouteille et est absorbée, si vous voulez, par la bière. Et c'est une bière beaucoup plus fine, plus riche, plus aromatique. Écoutez, on a fait faire une étude des arômes, en fait, de la bière Ommegang. Ce qui est très intéressant, c'est que elle s'associe très bien avec des ingrédients qui ont des arômes relativement similaires. Et effectivement, par exemple, on retrouve dans les arômes de l'Ommegang tout ce qui est les arômes d'agrumes. Et les tomates crevettes ou plutôt les croquettes aux crevettes avec un peu de citron, ça correspond parfaitement avec l'Ommegang. Le beurre, par exemple, est aussi un arôme qu'on retrouve dans la Ommegang. Donc, la sole meunière avec du beurre, c'est fabuleux.
Dans les années 2000, nous avons commencé à soutenir l'Ommegang avec la bière. Ça faisait partie aussi de l'Ommegang. À l'époque, on buvait de la bière. Charles-Quint était connu pour la bière. Bruxelles est une ville en constante ébullition, une cité au passé et au présent très riche. La capitale de l'Europe se découvre à travers l'art nouveau, le surréalisme, la bande dessinée, ses spécialités gastronomiques, mais aussi à travers ses événements culturels et historiques.